Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. J'espère que vous nous entendez bien. Il est 11h01 et je vous propose qu'on démarre ce webinaire sans plus attendre. Alors, vous êtes plus de 50 à nous rejoindre sur cette édition avec pas mal de nouveaux visages. Je voulais vous remercier pour votre confiance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Élodie Loiseau, responsable marketing chez Viséo. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous dédié aux nouveautés de Salesforce. Comme à chaque fois, on a plein de belles évolutions à vous partager. Et pour vous raconter tout cela en détail, je suis heureuse de retrouver mes deux acolytes, Anthony Tretz et Antoine Fouché, nos deux super experts Salesforce chez Viséo. Bonjour à tous les deux. Bonjour Bonjour Elodie. Elodie, bonjour à tous. Merci d'être là. Petit rappel avant de commencer, n'hésitez pas à poser vos questions dans le panel Q&A au fur et à mesure de la présentation et on pourra prendre quelques minutes pour y répondre à la fin de la session. Comme d'habitude, je vous enverrai le replay, le support complet par mail juste après le webinar. J'ai déjà tout préparé, donc ça partira cet après-midi. Je crois que j'ai tout dit. Antoine, Anthony, c'est à vous. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons au menu aujourd'hui de cette winter? Donc, on va faire, comme d'habitude, on va faire une passe sur les généralités. Ensuite, on va aller cloud par cloud. On va commencer par Sales Cloud. On fera aussi un petit tour sur Service Cloud et tout ce qui est analytique. On fera aussi un gros focus sur les flows parce qu'il y a pas mal de nouveautés sur cette release. On fera aussi également une petite passe générique sur les différents clouds, les différentes belles nouveautés qu'on a pu remarquer sur différents clouds. Et on fera une fin sur Dev API, un peu aussi d'interface utilisateur. Donc sur la partie généralité, on va faire une première passe sur la partie sécurité. Aussi dans cette généralité, il y a des nouveautés concernant les certificats côté Salesforce. Donc pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un certificat TLS de l'anglais Transport Layer Security. Donc c'est un fichier numérique qui permet de sécuriser les échanges de données entre votre application Salesforce et d'autres systèmes. Donc, il garantit que les données sont cryptées et que l'identité du serveur est vérifiée. Je pense qu'en tant qu'admin ou peut-être en tant que client, vous avez sûrement aussi reçu parfois des alertes de Salesforce avec la notification comme quoi vous avez des certificats qui arrivent à échéance. Et ben, tout ça, ça va beaucoup changer. Pourquoi? Parce que Salesforce donc, doit suivre les nouvelles normes du CA Browser Forum. Donc, on fait un peu de culture IT aussi dans ce webinaire. Donc, c'est l'organisme qui définit les standards de sécurité sur le web. Et cela implique pas mal de choses. Donc, en 2026, euh, donc le CA Browser Forum demande à tous les acteurs de la tech de réduire leur durée de certificat. Donc en 2026, la durée maximale passe de 398 à 200 jours. En 2027, ça sera plus que 100 jours et en 2029, 47 jours. Donc pourquoi c'est important? Parce que ça signifie que les certificats devront être renouvelés plus souvent, ce qui peut impacter vos intégrations si ce n'est pas automatisé. Aussi, une nouveauté, c'est que Salesforce ne publiera plus les annonces de rotation des certificats sur la communauté Trailblazer. Il faudra donc anticiper en interne. Donc, par rapport à ça et par rapport à ces nouveautés, on vous recommande d'automatiser la gestion des certificats via l'API Certificate Metadata et d'activer les notifications internes pour prévenir les expirations de certificats via la permission set Expire Certificate Notification. Donc, c'est un point important par rapport à ça. C'est un grand changement côté certificat. Et c'est une chose sur laquelle il faut vous préparer, donc cette réduction du temps de certificat. Sur la partie expérience utilisateur, donc Salesforce poursuit sa volonté d'aider l'administrateur en ayant une sorte d'interface centralisée. On a vu dans la précédente release que Salesforce nous avait proposé une nouvelle interface sur les permission sets, sur tous les droits utilisateurs pour avoir une vue centralisée de tout ce qui se passe, qui aide grandement les administrateurs à configurer, mais aussi à débugger tout ce qui est bug autour des droits d'accès d'utilisateurs. Donc Salesforce poursuit sa volonté d'aider la partie interface administrateur en, euh, en centralisant maintenant les champs de tracking. Donc, tous les champs que l'on pointe comme tracking pour suivre vraiment les évolutions, les différentes valeurs qu'ils ont dans le temps. Auparavant, c'était sur chaque objet.
et c'était pas toujours facile de naviguer entre tous les objets, de voir tous les champs de tracking. Donc maintenant, il y a une interface dédiée au field tracking qu'on va voir ensemble, et aussi une nouvelle nouveauté côté field tracking. Maintenant, l'objet utilisateur est incorporé dans les feed tracking. Donc, ça nous permet vraiment de suivre toutes les évolutions de certains champs sur l'utilisateur, qui peut aider notamment sur voilà, toute la gestion des utilisateurs. Donc, on va faire un petit saut dans l'application. Donc, les field tracking, c'est directement sur l'onglet suivi de l'historique des champs. Donc, ça, c'est une nouvelle interface. Et on peut voir maintenant qu'on a cette interface avec tous les objets que vous voyez ici à gauche et tous les différentes informations qu'on a sur le suivi d'historique de champs sur ces objets. Donc, par exemple, moi qui veux aller sur l'objet campagne, je veux suivre des nouveaux objets, des nouveaux champs. Je vois déjà les champs qui sont en tracking et je peux aussi me permettre de dire, tiens, le statut et le type ne sont pas traqués. J'en ai besoin maintenant parce que c'est important pour moi. La devise aussi. Donc voilà, rien qu'en cliquant rapidement et en sauvant ici, donc j'ai directement le tracking de mes champs qui se met en place sur la partie campagne. Donc c'est vraiment sympathique parce que maintenant on voit tous les objets et on a une sorte aussi de calcul de Toto ici sur les différents nombres de champs qu'on suit. Donc c'est vraiment intéressant, c'est vraiment sympathique pour tous ceux qui s'amusent beaucoup avec les suivis de champs. Donc voilà, on a cette interface centralisée de tous les suivis de champs. On a aussi, comme je vous l'ai dit, un nouvel objet qui arrive dans le suivi historique des champs, c'est l'objet utilisateur qu'il n'y avait pas auparavant. Et ça également, on peut suivre des champs qu'on a identifiés comme importants pour le suivi d'utilisateur. Donc voilà, merci Salesforce pour cette nouvelle interface. On sent une volonté de la part de Salesforce de centraliser aussi la partie back-office, la partie où les administrateurs et les business analysts configurent la solution. Donc, c'est vraiment agréable de voir toutes ces évolutions de centralisation de la configuration. Je reviens sur mon écran, sur ma présentation. Une nouveauté aussi côté interface utilisateur, mais là, plus côté utilisateur. Donc, on a une nouveauté dans toutes les vues de liste. Donc, je précise bien, c'est que dans les vues de liste. Ça ne sera pas dans les related list sur les pages. Pour l'instant, c'est que dans les vues de liste. On verra si ça évolue plus tard. C'est le multi-column list view. Donc, ça permet d'afficher simultanément plusieurs valeurs de pick list. Vous verrez ce que dans l'application, ça permet vraiment de filtrer sur deux pick list quand je veux quand je veux fouiner un peu dans mes vues de liste. Donc, c'est assez utile. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand j'ai une vue de liste, bon là, j'en ai que 5, mais je pourrais avoir plusieurs dizaines d'opportunités. Bah, je peux, si je veux un peu lire, et les vues de liste, c'est souvent aussi une interface dans laquelle j'aime bien travailler, notamment commencer ma journée. Donc, je pouvais filtrer que sur un champ. Comme on voit là, je veux que ça soit ascendant et descendant. Donc, ça peut être utile, mais je vois aussi que j'ai des opportunités qui ne sont pas sur le même type d'exercice. Donc ça m'embête un peu. Je veux me focaliser sur les opportunités au plus gros montant, mais aussi les opportunités qui ont une date de clôture dans l'exercice dans lequel je travaille. Donc il y a une nouveauté, donc on peut accéder à cette nouveauté sur ce petit bouton-là, tri des colonnes. Quand j'appuie dessus, par défaut, il y a le champ sur lequel j'avais souhaité un filtre. Et maintenant, je peux ajouter aussi d'autres champs. Donc là, typiquement, je veux sélectionner le type d'exercice et ascendant. Je vais plutôt faire descendant. Donc par rapport à ça, je peux avoir différentes choses. Je peux avoir du coup le montant et en plus le type d'exercice qui va être, euh, qui va être trié. Donc ça me permet d'avoir typiquement les opportunités qui peuvent avoir un montant important et avec le type d'exercice sur lequel je veux pouvoir m'intéresser. Donc c'est assez utile. Je pense que tous vos utilisateurs vont pouvoir un peu jouer avec ça sur les différents objets. Donc c'est disponible sur tous les objets, pas que sur l'objet opportunité. Je pense pour tous ceux qui travaillent sur les opportunités, les requêtes, même les comptes et les contacts, ça peut être intéressant d'utiliser ce nouveau tri qui est vraiment intéressant sur la gestion et la visualisation de tous les records, de tous les enregistrements que je peux avoir. Donc, c'est bon pour les généralités. Maintenant, on passe à la partie Sales Cloud. Donc, la partie Sales Cloud, d'un point de vue
D'un point de vue nouveauté, on va regarder, ensemble, mais s'il y a vraiment des gros efforts aujourd'hui et des grosses nouveautés autour de l'IA, autour de différents clouds. Donc là, je vais vous parler d'IA qui sont assez, entre guillemets, «faciles» à mettre en place parce que c'est déjà des choses qui sont plus ou moins déjà configurées par Salesforce. Il y a des templates standards, il y a déjà plein de choses qui sont préconfigurées. Vous pouvez les utiliser, les modifier un peu ou si vous voulez vraiment partir d'une feuille blanche, vous pouvez aussi. Donc, il y a je ne sais pas si vous connaissez déjà l'agent SDR qui vient de Sales Development Representative. Donc, il avait un nom peut-être un peu trop américanisé. Je pense que les personnes, peut-être en côté Europe, n'arrivaient pas peut-être à percevoir le naming de cet agent. Donc, du coup, il est renommé en Agent Force Lead Nurturing. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas l'objectif de cet agent, donc c'est un agent qui en gros prend en charge les leads quand ils sont à la création et leur envoie une sorte de cadencement de mails, d'événements, même on peut envoyer aussi des SMS. Et par rapport à ça, cet agent va pouvoir aussi qualifier les leads, répondre à des questions et vraiment aider tous les commerciaux à faire une sorte de travail d'amont autour des leads pour pouvoir lui transférer le lead une fois que le lead est bien qualifié et qu'on considère qu'il est chaud. Il peut transférer le lead ensuite à un commercial qui va arriver sur une page de lead déjà préqualifiée avec plein d'informations, peut-être déjà aussi un rendez-vous qui est déjà booké avec le client. Donc, c'est vraiment un agent qui peut être intéressant pour tous vos commerciaux sur cette partie-là. Donc sur cette nouveauté-là, il y a un changement de nom, mais il y a aussi plusieurs nouveautés. Il y a plus de capacité d'envoi d'emails. Avant, on était autour de 1 800 par jour. Maintenant, il peut envoyer plus de 9 800 mails. Donc, c'est vraiment intéressant si vous avez un gros volume de leads. On a aussi une meilleure visibilité sur les rendez-vous. Donc, on peut suivre directement si la personne à qui vous avez envoyé la réunion ou le meeting commercial a répondu oui ou non. Donc, c'est vraiment intéressant pour suivre le booking de vos rendez-vous et avoir vraiment commencer un peu à remplir votre calendrier par rapport à cette prospection que vous avez avec les clients. Il y a aussi une belle nouveauté, c'est qu'il y a maintenant un multi-agent personnalisé. Donc ça, c'est vraiment utile, notamment si vous avez une segmentation chez vos clients. Si par exemple, vous avez, je dirais, une segmentation VIP, une segmentation classe ABC, pour pouvoir adapter le comportement de cet agent selon la segmentation de vos clients. Si vous voulez, par exemple, que votre agent envoie des notifications, d'événements ou de conférences, de votre entreprise à vos clients VIP, on peut le mettre en place avec cet agent et par exemple, si vous avez peut-être un segmentation de clients où c'est un peu dormant ou, vous l'avez pas considéré comme pas un fort potentiel, on peut voir peut-être pour avoir un agent qui est un peu plus, actif, sur un cadencement d'envoi d'emails, d'envoi de SMS pour essayer de faire, grandir, ce potentiel, client. Donc c'est vraiment intéressant. Je vous conseille de vous intéresser à cet petit outil, vraiment utile pour la prospection et pour le nurturing, des leads. Toujours sur la partie, Sales Cloud, encore aussi une belle nouveauté côté intelligence artificielle, l'AI Powered Account Search. Donc désolé, j'ai pas traduit, il y a quand même des anglicismes qu'on peut garder. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de faire, une sorte de recherche globale de votre compte directement sur la page de votre compte. Donc il va s'inspirer, il va pouvoir aussi poser des questions aussi, regarder un peu sur internet les différentes informations qu'on peut avoir sur ce client. Il peut compiler des réponses à des questions stratégiques clés sur le compte, proposer des insights structurés, tendances, forces, faiblesses par exemple, et mettre à jour automatiquement certains champs du compte ou du plan de compte. Le plan de compte, c'est une nouveauté aussi qui est arrivée chez Salesforce il y a peut-être 1 an maintenant, ça permet de déterminer la stratégie que l'on aura sur un compte durant l'année, par exemple. Donc en résumé, c'est au lieu que l'utilisateur doive manuellement faire des recherches, Internet, web, base de données, l'IA s'en charge et livre un résumé stratégique prêt à l'usage. Donc c'est vraiment intéressant si notamment vous avez ça peut être des commerciales ou d'autres populations dans votre entreprise qui a besoin d'avoir un résumé rapide du contexte du client aussi, peut-être aussi avec des données externes pour avoir, voilà, une vue rapide de qu'est-ce qui se passe chez ce client de notre côté et qu'est-ce qui se passe chez le client aussi de manière générale. Donc vraiment un outil sur lequel il faut s'intéresser car il peut pas être vraiment assez puissant et puissant et rapide à l'emploi et rapide à mettre en place.
Maintenant, on va arrêter sur la partie intelligence artificielle. On va revenir un peu à des basiques de la Sales Foundation, donc le parti forecasting, qui a auparavant était compliqué d'un point de vue setting sur les périodes fiscales. C'est on avait des périodes fiscales standards, on pouvait pas les changer. Et maintenant, on a cette opportunité de pouvoir directement configurer la période fiscale qui correspond à notre entreprise. Donc, toute entreprise n'a pas les mêmes périodes fiscales. Donc, c'est intéressant d'avoir cette nouveauté. Donc, ça permet de configurer directement vos périodes et trimestres de prévision pour qu'ils correspondent à vos définitions d'année fiscale. Tous les agrégats et les libellés dans les prévisions s'alignent automatiquement sur vos réglages. Donc, votre équipe commerciale obtient ainsi des prévisions plus fiables et directement alignées sur vos cycles financiers réels. Donc voilà sur la partie Sales Cloud. Donc en résumé, pas mal de nouveautés sur la partie IA et aussi quelques nouveautés sur la partie standard en matière. Donc voilà, je vous invite à, si vous avez des licences, à commencer à regarder l'agent lead nurturing et la partie account research propulsée par l'intelligence artificielle. Sur la partie Service Cloud, donc pas mal de nouveautés sur les SLA et les emails, on verra ça, aussi sur les expériences utilisateurs, et je vous ai aussi laissé une petite place pour l'intelligence artificielle. Donc sur la partie SLA, donc maintenant on va pouvoir accéder directement au SLA dans les vues de liste. Avant, ce n'était pas possible. C'était juste sur la page, on voyait les différents jalons. Maintenant, il y a juste en activant une petite case à cocher sur les services settings, on peut directement avoir un champ qui va se créer automatiquement et qu'on va pouvoir mettre dans les vues de liste. C'est assez utile, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, typiquement, je vais sur mes requêtes et là, bon, je vois que j'ai pas beaucoup travaillé ces derniers temps, j'ai pas mal de retard, mais j'ai directement ce champ, donc temps jusqu'au prochain jalon, qui va se calculer directement quand je vais changer typiquement. Ah, peut-être pas. Voilà, on peut voir directement qu'il se met à jour selon les jalons qu'on a configurés pour les différents statuts de mon compte, de ma requête. Et voilà, on a tous ces jalons qui sont directement visibles sur la vue de liste, qui est vraiment utile, notamment si je veux avoir une vue d'ensemble un peu de toutes les requêtes en cours ou toutes mes requêtes que j'ai. Donc, ça permet vraiment d'avoir une vue rapide sur où je suis, enfin, sur la priorité que je devrais avoir sur les différentes requêtes, savoir où je suis en retard, où j'ai un peu de temps et notamment où c'est, par exemple, bloqué, en attente. Et évidemment, comme on l'a vu, il y a aussi du coup ce bouton de tri de colonne, donc je peux aussi l'utiliser, voilà, sur les priorités et les temps jusqu'au prochain jalon. Donc qui permet de dire, ce case a une priorité élevée et je veux aussi avoir un tri derrière pour dire par rapport à l'avance ou le retard que j'ai sur les différents jalons. Donc une nouveauté très facile à mettre en place parce que c'est juste une case à cocher. Donc je vous le conseille aussi de mettre en place si vous avez Service Cloud pour vos agents de service. C'est vraiment utile et ça permet d'avoir une vision assez rapide de mon, de ma progression ou de mes temps de passage sur les différents SLA. Je reviens sur la présentation. Sur la partie aussi Service Cloud, il y a une nouvelle limite qui est arrivée. Avant, typiquement, sur un case et d'un point de vue quand on reçoit des emails pour les créer directement en requête, avant, il n'y avait pas de limite. Donc maintenant, il y en a une, mais bon, que je trouve quand même très, très élevée. Donc, c'est une limite de 250 emails par requête par jour. Ça veut dire que vous pouvez voilà, dialoguer avec vos clients. Il y aura une limite de 250 emails sur un case. euh, donc, je pense que quand même 250 par jour, par case, c'est quand même assez élevé. Donc, normalement, vous ne devrez pas atteindre cette limite. Je pense que si vous commencez à atteindre une limite, c'est que vous avez un client très, 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 très bavard. Donc, je pense que là, il faut prendre son téléphone et l'appeler directement si on commence à avoir autant d'emails par requête par jour. Donc voilà, cette nouvelle limite à prendre en compte quand même, même si elle est assez élevée. Sur la partie expérience utilisateur, deux nouveautés. Donc la description des requêtes enrichies. Donc maintenant, la description qui était en texte, long texte, je pense, maintenant elle est en texte enrichi. Donc vous pouvez insérer des images,
faire aussi un peu plus de formatting de la description. Donc voilà, ça permet d'avoir une information un peu plus un peu mieux formatée, un peu plus lisible en ajoutant différents types de formats qui peut être intéressant pour bien décrire vos requêtes, décrire vos demandes clients. Il y a aussi une nouveauté côté, rapport sur les contributions des membres d'une équipe de cas. Donc tous les membres d'une équipe, ça soit l'agent ou peut-être des spécialistes qui vont pouvoir travailler sur la requête. Donc on va pouvoir maintenant un peu savoir, leur réelle contribution sur les différents cases grâce du coup à ce nouveau, type de rapport sur les contributions des membres de type de cas. Donc maintenant on va pouvoir, donc basé sur le rôle, on va pouvoir, suivre qui a fait quoi et l'effort réel fourni par chaque membre d'une équipe de cas. Donc les rapports personnalisés incluent la colonne Team Role, donc name permettant d'analyser le nombre de cas résolus, le temps passé par chacun et la charge de travail et la contribution réelle de chaque membre. Donc ça, c'est assez utile vraiment pour, suivre tous les différents contributions de toutes les personnes sur les différents cas. Pareil, c'est assez facile à mettre en place. Le rapport existe déjà, vous avez juste un peu à l'utiliser, et voir comment ça fonctionne. Donc voilà pour la partie Service Cloud, standard, on va dire. On va passer aussi rapidement sur, les nouveautés côté intelligence artificielle. Donc d'un point de vue, d'abord prompt. Donc prompt, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est toutes les instructions qu'on va mettre. C'est une page où on va donner toutes les instructions, la donnée que l'IA va utiliser pour résoudre un problème ou résoudre une demande. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de prompts templates, donc c'est des exemples prédéfinis de prompts qui existent dans la plateforme et Salesforce nous gratifie d'en ajouter vraiment une bonne dizaine selon les sujets. Donc on peut avoir, le prompt template qui va directement, par rapport à le contexte du case, et notre objectif. Nous dire par exemple là, moi j'ai reçu une requête, mais j'ai très peu d'informations du client. Donc je décide de lui envoyer un email. Au lieu d'envoyer un email à la main, parce que ça me prend du temps et puis je le fais peut-être 20 fois par jour, donc ça commence à devenir un peu redondant pour moi. Je peux directement, demander à l'IA dans l'email composer, si bien sûr vous avez la licence, qui va bien, de drafter un email avec l'objectif de demander des informations au client, avec aussi le contexte, de la requête et du client. Donc ça permet vraiment d'envoyer des emails assez, très contextualisés, personnalisés aussi au client, avec un objectif précis. Donc on peut avoir un email pour demander plus de détails, pour drafter aussi une solution, pour vérifier plein de choses, pour vérifier les informations du client. Donc il y a vraiment, pas mal de nouveaux templates qui peuvent être intéressants à mettre en place et à déjà tester bien sûr, peut-être aussi un peu à modifier ou repartir de dessus. Mais vraiment, ouais, c'est intéressant d'avoir ces nouveaux types de templates parce que c'est vraiment une très bonne base de travail pour, heu, pour mettre en place, un peu plus, voilà, d'IA et de contextualisation, des emails et une facilitation aussi pour les agents. Aussi une nouveauté, pour tous ceux qui ont commencé un peu à faire des prompts et un peu faire d'IA. Maintenant les case feed, donc toutes les informations qu'on peut avoir sur un case, sur les emails, les mises à jour de champs, est possible il est possible maintenant d'intégrer cette ressource dans les prompts. Donc c'est intéressant pour ça parce que voilà, le case feed, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de contextualisation des requêtes. Donc, il va pouvoir être introduit en tant que ressource dans les prompts. Donc, c'est vraiment une nouvelle source de données qui peut être vraiment intéressante à introduire. Donc voilà, je vous conseille de regarder ça pour tous ceux qui ont déjà des licences ou qui s'intéressent à ces nouveautés. On va passer maintenant à la partie analytique et je laisse mon camarade Antoine parler de ce sujet. Absolument. Merci Anthony. Attention, changement de partage d'écran. Et voici. Côté Analytics, sur les rapports et tableaux de bord standards de Salesforce, on a une nouveauté qui est la ligne de référence, mais dans les dashboards. C'est quelque chose qu'on avait déjà aperçu dans les rapports. Je vais vous montrer exactement à quoi ça correspond. Ici, un tableau de bord
un petit rapport avec un histogramme en barre dans ce sens-là ou dans ce sens-là. La nouveauté, elle va se trouver ici. Le fait de pouvoir, nous, en tant qu'administrateurs, au moment où on va assembler ce dashboard, de positionner une ligne colorée à l'endroit qui nous intéresse le plus. Il n'y a rien de spécial à activer. C'est-à-dire que c'est une fonctionnalité que vous allez trouver en plus. À l'intérieur de l'élément qui est dans votre tableau de bord, vous aurez la possibilité de montrer ou pas une ligne de référence, de choisir à quelle valeur vous voulez la positionner. Alors, c'est là où les choses se corsent, c'est que cette valeur, elle est fixe. Vous ne pouvez pas faire en fonction de l'utilisateur qui aurait un objectif différent d'un autre. Non, là, c'est vraiment une valeur fixe. Pour nous consoler, on pourra quand même choisir la couleur de la ligne pour que ça ressorte joliment en vert ou en rouge. Et une fois que c'est fait, ça s'affiche. Voilà, c'est aussi simple que ça. En continuant aussi sur cette partie de dashboard, vous y avez peut-être déjà été confronté, mais historiquement, on n'a jamais pu traduire les dashboards. Et bien, c'est ce qui change avec la nouvelle release Winter 26. On va pouvoir traduire les tableaux de bord et les éléments qui sont à l'intérieur. Et on va pouvoir le faire grâce à un outil qu'on connaît déjà bien. Pour le pire ou pour le meilleur, ça, ce sera à vous de juger. Le Translation Workbench. Aujourd'hui, c'est l'endroit pour faire toutes les traductions. Traduction sur un champ, sur une règle de validation, j'en passe. Et là, on va pouvoir faire des essais. Je vais par exemple prendre l'espagnol. Ouais, je vais travailler mes traductions en espagnol. Et la nouveauté, elle est ici. Vous avez Dashboard et Dashboard Components sont des éléments qu'on n'avait pas avant. Une fois que vous aurez choisi Dashboard, vous aurez deux options. Le nom du tableau de bord ou sa description. Et là, effectivement, ce que nous, on connaît comme étant le performance dashboard aura un nom différent pour sa traduction en espagnol. Ensuite, je vous ai montré aussi sur ce tableau de bord, on a un bloc qui s'appelle support. Et ce mot support, c'est quelque chose que j'ai choisi au moment où j'ai placé le bloc dans le dashboard. Ça n'a rien à voir avec le rapport d'origine. Mais ces éléments-là aussi, on va pouvoir les traduire. Vous l'aurez peut-être déjà deviné, ça s'appelle Dashboard Component. Et on va pouvoir soit traduire le titre, soit traduire le label du composant, voilà, OpenCase Support, les éléments qu'on avait vus. Et vous pourrez aussi traduire le petit message d'information qui se met en dessous, si vous en renseignez un. Bref, ça y est, voilà, problème résolu. On va enfin pouvoir traduire ces éléments-là et éviter d'avoir à donner des noms génériques puisqu'on ne pouvait pas les traduire avant. Donc ça y est, ça c'est réglé. Un dernier point sur toujours cette partie report et dashboard, on ne pouvait pas vous le montrer ce matin parce que ce n'est pas encore activé sur notre plateforme. C'est la possibilité, quand vous voulez ajouter dans votre tableau de bord un tableau de données, vous savez, les tables, ce qui ressemble à un tableau Excel, hein, finalement, plusieurs colonnes, plusieurs lignes. Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est si vous passez dans votre configuration dans Report and Dashboard Settings, il y a une option qui est en bêta à partir de la nouvelle release, d'en fait récupérer la manière dont vous avez configuré votre rapport pour faire en sorte que votre tableau ressemble à votre rapport. Ça paraît tout bête, mais jusqu'à présent, ce n'était pas fait. Donc, si on voulait prendre un rapport existant et le mettre au format tableau Excel, si on peut parler de ça, un tableau Excel, dans un tableau de bord, il fallait tout configurer à la main. Là, il y a quelque chose qui va nous permettre en fait de ne pas avoir à rechoisir les colonnes ou la manière dont c'est groupé. Ça va juste le reprendre. Pourquoi est-ce qu'il faut aller l'activer et pourquoi est-ce que c'est encore en bêta? Je ne sais pas. Toujours est-il, c'est juste un réglage à ajuster et ça nous fera certainement gagner pas mal de temps. Voilà pour la partie Reports and Dashboard. Je continue, je garde la main, comme on dit parfois, pour vous parler un petit peu de Flow. Alors, un des premiers éléments forts, on va dire, de la release Winter 26, c'est la possibilité d'avoir des décisions qui sont prises dans vos flows, qui sont des décisions basées sur un raisonnement de l'IA. Donc évidemment, c'est assujetti à la présence de vos licences Einstein. Ici, vous avez un petit exemple dans une décision, voilà, pour savoir si vous allez partir du côté gauche ou du côté droit à l'intérieur de votre flow, bah, vous pouvez avoir effectivement cet élément-là. Ici, on a une décision qui va nous dire s'il s'agit d'un retour ou d'un compliment ou d'une réprimande d'un client. Mais là, on n'est pas en train de juste regarder si la case est cochée, si la valeur de la picklist est égale à une certaine valeur. Non, on a ici en fait
des instructions à laisser. En traduisant ça rapidement, c'est on va passer par ce chemin si le message que l'on a reçu parle d'un retour de produit, d'un produit ou d'une commande en entier. Et du coup, l'avantage, c'est que ça devient beaucoup plus vaste. On est moins dans des critères très manichéens de la case est cochée ou n'est pas cochée. C'est vraiment plus ouvert. Avantage ou inconvénient, c'est que si c'est plus ouvert, on va peut-être avoir plus de difficultés à le contrôler, à vérifier que ce soit exécuté correctement. Toujours est-il, ça devient une possibilité supplémentaire et à nous d'être suffisamment malins et attentifs au moment de rédiger les instructions pour que la décision s'exécute automatiquement. Donc, affaire à suivre et effectivement à tester avec les licences qui vont avec. Nous en avions parlé aussi dans la dernière release. L'interface de debug avait déjà été améliorée pour Summer, avec un petit peu plus de détails, un petit peu plus joli. On va y jeter un coup d'œil dans quelques instants. Ils ont encore amélioré cette interface et vous allez la voir en action tout à l'heure. On va prendre un exemple concret d'une des nouvelles fonctionnalités, c'est l'accès immédiat à tous les champs des enregistrements qu'on crée. C'est-à-dire que vous êtes dans un flow, vous allez faire la création de quelque chose, créer un compte ou un case ou ce que vous voulez. Et si vous avez d'autres mécanismes qui sont censés se déclencher à la création, bah en fait, jusqu'à présent, dans le flow, on faisait la création, mais il fallait récupérer l'enregistrement après sa création pour être sûr d'avoir toutes les infos. Ça, c'est plus nécessaire. Donc ça va nous éviter effectivement de mettre des blocs supplémentaires dans nos flows. Je vais vous montrer précisément à quoi ça ressemble. Sur l'exemple que je vais vous prendre aujourd'hui, il y a ce mécanisme-là. Donc je lance le petit debug. Oh, vous avez remarqué que l'interface du debug a changé de côté. Elle était à droite, maintenant elle est à gauche. Et puis c'est un exemple vraiment très simple. Je vais choisir un compte. Très bien. Dans ce compte, je vais choisir un contact. Et puis, je vais en fait saisir des informations pour créer une tâche. Voilà, c'est de la création de tâches un peu rapide et un peu personnalisée. Et puis, je peux mettre un commentaire. Nous sommes jeudi. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette plateforme, partons du principe qu'il y a d'autres automatismes. Quand une tâche est créée, il y a quelque chose qui va calculer une valeur, prévenir quelqu'un, etc., etc. Mettre à jour des informations particulières. Et donc, en termes de construction à l'intérieur du flow, bah, quand vous faites la création d'une tâche, l'enregistrement est créé, c'est le dernier bloc hein, que l'on voit ici. Et en fait, ce que je vous montre ici, ce sont des informations que l'on n'avait pas. Nous n'avions pas déterminé le statut. C'est Salesforce qui a mis le statut par défaut. Pour autant, on l'a déjà récupéré et on est déjà en capacité de l'afficher. Je vous parlais d'un automatisme secondaire qui se déclenche sur la création d'une tâche. Il a bien fait son travail, puisque ma tâche a été créée et j'ai rajouté ce petit commentaire. C'est le travail qu'a fait cet automatisme différent. Ce qui, si je reviens ici, voilà, nous avons le bloc qui fait la création de la tâche, qui renseigne quelques informations, mais pas toutes. Et sur l'écran d'après, la possibilité de montrer des éléments que nous n'avions même pas demandé lors de la création. Donc, en gros, maintenant, on va faire des créations d'enregistrement et tous les travaux de back-office, de mise à jour, de calcul de valeur par défaut, tout est récupéré d'un coup d'un seul. Vous n'avez plus besoin de rajouter expressément un élément pour aller récupérer ce que vous venez de créer à l'instant. Ça marchait bien avec l'élément pour récupérer, ça marchera aussi bien quand on n'en a plus besoin, et surtout ça va faire de la place. Voilà, ça fait des blocs en moins à l'intérieur de nos flows. Certains peuvent prendre du volume, donc moins on a d'éléments différents, plus on a de clarté, plus les choses sont faciles, on va dire, à observer et à faire évoluer. Euh, Toujours dans le côté ergonomie de la chose, on va pouvoir aussi afficher, afficher le contenu de ce qu'on appelle des variables Apex Defined dans les data tables standards. Alors, data table, c'est quelque chose qui fait partie du standard Salesforce. Ça vous permet de faire un tableau voilà, avec des colonnes et des lignes pour montrer une liste de comptes, une liste de contacts, par exemple. Il y a une limite dont on n'a pas souvent connaissance, c'est que vous ne pouvez pas, dans un data table, afficher des choses qui n'existent pas. Si vos comptes ont déjà été créés, vous pouvez les mettre dans un data table.
Si vous êtes en train de saisir plusieurs informations, mais que pour l'instant, c'est toujours pas enregistré dans Salesforce, vous ne pourrez pas le montrer dans un tableau. Et c'est là, finalement, où l'utilisation de ce qu'on appelle donc une classe Apex Defined, c'est une variable Apex Defined, c'est-à-dire que c'est une classe Apex où vous dites, je vais avoir un champ qui s'appelle comme ça et de type texte, et un autre qui s'appelle comme ça de type date, etc., etc. Vous allez donc créer ça en Apex, et ça va vous permettre d'avoir finalement comme un objet, mais que vous avez créé juste à partir d'une classe Apex, ça va assez vite à faire, et ensuite de ranger à l'intérieur de cette structure que vous avez définie des données qui ne sont pas encore enregistrées, et à la fin de pouvoir effectivement les afficher dans un tableau de données. C'est quelque chose qui existait déjà avec le data table de chez Unofficial Salesforce, qui a donné lieu ensuite à l'arrivée du data table standard, mais le standard ne le permettait pas jusqu'à présent. Voilà, ça change avec Winter 26. D'ailleurs, Winter 26, qui est arrivé pour une petite partie des plateformes la semaine dernière, et qui va arriver, si vous ne l'avez pas encore déjà eu, qui va arriver ce vendredi soir, dans la nuit de vendredi à samedi. Donc à partir de lundi prochain, vous aurez tout ça sous la main. Alors, un autre élément important sur les flows, on ne l'a pas traduit, hein. Clairement, on ne s'est pas lancé là-dedans, c'est Get Related Record et Nested Loops. Je vous montre exactement de quoi il s'agit. Alors accrochez-vous, ça reste un peu technique. Aujourd'hui, quand vous construisez un flow, vous pouvez utiliser l'élément qu'on appelle getRecords, voilà, qui vous permet d'aller chercher des données dans votre plateforme. Et puis, si vous voulez chercher plusieurs comptes, puis récupérer les contacts qui sont dans ces comptes, puis les opportunités qui sont dans ces comptes, vous allez répéter finalement cette opération-là, moyennant quelques assignations de variables. Bref. Salesforce nous a déjà donné quelque chose qui est intéressant, c'est cette petite case que vous voyez ici, qui vous permet dans un élément donc getRecords de dire je vais récupérer plus de choses que juste un seul objet. Et dès que vous cochez cette petite case-là, la page change et vous avez ce composant-là avec un petit crayon. Et ça vous permet de dire, première chose, je vais récupérer des comptes. Ici, je vais choisir quels sont les champs dont j'ai besoin. Je veux le fax ou je ne veux pas le fax. Est-ce que je prends n'importe quel compte ou est-ce qu'au contraire, je vais mettre des conditions? Rien de nouveau sous le soleil, c'est juste la présentation qui est un petit peu différente parce que après avoir choisi de prendre des comptes, vous allez pouvoir ici décider d'ajouter des objets qui sont rattachés au compte concerné. J'en ai quelques-uns ici. Alors, il y a pas mal d'objets standards, même si on ne les utilise pas, qui sont mentionnés. Bref, la liste d'objets est longue. Ici, je vous ai pris un exemple, c'est que après avoir pris des comptes, je veux leurs opportunités. Et je veux toutes ou seulement certaines opportunités, à moi de décider. Je veux aussi pouvoir choisir quels sont les champs sur l'objet opportunité dont j'ai besoin. On en avait parlé rapidement. N'hésitez pas à être assez sélectif sur le nombre de champs que vous récupérez. On pourrait se dire, j'emmène tout. En termes de performance, plus vous récupérez de champs, plus ça prend du temps. Donc autant y aller plus à l'économie qu'autre chose. Vous aurez des automatismes qui vont juste plus vite. Bref, les comptes, les opportunités, je voudrais aussi les contacts. Même système, on choisit les champs du contact, est-ce qu'on filtre ou pas. Et un peu plus que ça, maintenant je voudrais les cases des contacts, des comptes dont j'ai besoin. Et du coup, vous avez toute cette configuration-là qui se fait en un seul et même endroit. Donc, ça vous évite d'avoir à faire 4 opérations de get différentes. Et puis, ça vous évite aussi de devoir faire des filtres, des tris, des variables de texte où on met les ID. Enfin bref, je vous passe vraiment les détails. C'est beaucoup plus simple de le faire comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà en bêta. Mais la nouveauté, c'est de pouvoir utiliser ces résultats directement dans des boucles. Donc je m'explique. On a récupéré 4 objets différents. Évidemment, on va commencer par faire une première boucle pour traiter chaque compte individuellement. Donc quand je passe le premier compte, ici j'ai une deuxième boucle qui me dit, bah, pour les comptes qui sont concernés, pour ce compte-là, celui qu'on est en train d'analyser en ce moment dans cette boucle, bah, vous me prenez les contacts qui vont avec. Et ici, on le voit très clairement, il s'agit de la liste des contacts du compte qui est en train de passer dans la première boucle.
Concrètement, si on avait dû le faire autrement avant l'arrivée de cette fonctionnalité, moi je l'ai déjà fait, hein, ça se fait bien, eh ben, il faut mettre un filtre. Il faut mettre un filtre supplémentaire pour trier les contacts qui appartiennent précisément à ce compte-là, et ensuite vous pouvez faire votre boucle. Vous l'avez compris, ça fait économiser des opérations, ça fait économiser des traitements, et donc du temps de traitement. Ça peut vous aider à faire fonctionner des automatismes un petit peu plus lourds, en étant juste plus économique dans la manière dont on travaille. Et évidemment, la même chose, on va avoir des contacts. Chaque contact va être passé à la moulinette dans cette boucle B. Et ensuite, on peut prendre les cases du contact qui est concerné, etc., etc. Alors, dernier point. Donc là, ce qu'on a pu constater, c'est qu'effectivement, on économise en termes d'empreinte immobilière à l'intérieur de l'outil pour construire les flows. Moi, la question que je me suis posée, c'est ici, je fais 4 opérations différentes finalement à l'intérieur d'une seule opération. Est-ce que ça influe sur les limites? Vous avez dans les flows en fait une limite système qui est de pouvoir faire 100 opérations de type get, pas 101, 100 maximum. On a fait des essais, ça ne change rien à la limite. Donc l'avantage, il est vraiment sur la manière dont vous allez construire, sur la lisibilité que vous allez vous donner en construisant ce mécanisme-là, mais ça n'a aucun impact en termes de perf pure. Si vous récupérez trop de champs ici ou que vous les ayez récupérés en faisant un get pour les opportunités individuelles, ça ne change pas le problème. Donc voilà, c'est quelque chose qui est effectivement en bêta pour le moment, qu'il faut regarder donc avec un peu de précaution. Pour les quelques essais que j'ai faits, en tout cas, c'était vraiment performant et vraiment sympa. Donc je vous recommande d'aller y jeter un œil. C'était donc Get Related Record et Nested Loops. Voilà pour la partie flow. Anthony, je te passe la main si tu peux nous parler un petit peu de Revenue Cloud. Et oui, alors, Revenu Cloud. Donc, sur cette partie-là, on a décidé de parler de Revenu Cloud parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Je ne sais pas si vous le savez, mais du coup, c'est un cloud qui est assez récent, qui a en gros une volonté de peut-être remplacer CPQ sur le long terme. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés qui arrivent sur ce cloud et je trouve que c'est vraiment intéressant d'en parler. Et notamment, si vous avez besoin, on a plusieurs experts aussi chez Viséo qui peuvent vous en parler de manière très, très, très précise. Donc, sur la partie Revenue Cloud, on a quelques nouveautés, notamment sur, on va dire, l'automatisation et l'expérience utilisateur. Donc, une première évolution clé concerne le clonage profond et le nouvel éditeur de devis. Donc, concrètement, maintenant, vos équipes peuvent désormais dupliquer un devis complet, ligne et groupe compris, en quelques clics, puis le modifier dans une interface beaucoup plus intuitive. Donc, cela veut dire moins de saisies manuelles, moins d'erreurs et beaucoup plus de temps gagné pour se concentrer sur la valeur client. Donc voilà, on voit qu'il y a des très belles nouveautés sur les automatismes, sur l'expérience utilisateur pour vraiment permettre à toutes les personnes qui commencent à créer un prix par rapport aux différents catalogues de vraiment avoir cette faculté de pouvoir dupliquer un devis. Donc c'est une belle nouveauté côté Revenu Cloud. Une deuxième avancée majeure, donc c'est la gestion des actifs avec coterminaison automatique. Donc là, c'est quand même du langage un peu plus de financier. Je suis un peu moins à l'aise, mais je vais tenter de vous expliquer ça clairement. Donc cette nouveauté permet du coup de synchroniser automatiquement les dates de fin de contrat et de gérer facilement les transferts d'actifs entre comptes, c'est-à-dire les transferts des différents produits ou des différentes ventes. En pratique, cela simplifie les renouvellements, réduit les risques d'incohérence et garantit une expérience fluide pour le client comme l'équipe commerciale. Donc, deux belles nouveautés sur la partie Revenue Cloud. Pour tous ceux que ça intéresse, je vous vraiment conseille de regarder les différentes sections qu'il y avait sur cette partie-là, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Je ne peux pas vous parler de tout, mais voilà. Donc, c'est vraiment un produit qui commence vraiment à devenir très complet et très intéressant pour toute la mise en place de vos pricing. C'est notamment un exemple concret de ça. On le connaît bien, hein. Ce sont les licences qu'on achète chez Salesforce. Si aujourd'hui on achète des licences, on va avoir un contrat de 1 an par exemple, et puis en cours d'année, on va rajouter une deuxième licence. Et c'est ça la coterminaison automatique, c'est de se dire, bah ouais, mais dans le contrat, si vous voulez monter de version par exemple, passer d'une licence Enterprise à Unlimited,
Eh ouais, mais vous avez un contrat en cours avec des dates de début différentes parce que vous avez acheté des licences au fur et à mesure. Bref, ça devient très vite compliqué. Et Salesforce CPQ le faisait déjà bien. Et Revenu Cloud, visiblement, a encore augmenté, on va dire, la performance de ça pour faire en sorte qu'effectivement on ait un contrat client et peu importe s'il y a eu plusieurs dates de début de contrat, tout se termine à peu près au bon moment et quand il s'agit de renouveler, voilà, on renouvelle proprement sans avoir à faire des tris et raccommoder des dates différentes. C'est c'est du pain béni, hein, concrètement, pour les éditeurs de logiciels d'avoir des solutions comme ça qui gèrent les coterminaisons, les amendements aussi, on appelle ça comme ça. Donc voilà, c'était pour donner un petit exemple. Merci beaucoup, Antoine. Donc oui, comme disait Antoine, donc une belle nouveauté. Et, donc il y a vraiment moi j'ai pu voir quelques démos sur ça. C'est vraiment intéressant. L'interface est plutôt très intuitive et très pratique. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours contacter Elodie et après elle vous transférera vers les spécialistes côté visio. Sur la partie expérience cloud, quelques nouveautés également, surtout sur le look and feel, on va dire. Donc, il y a des nouveautés importantes sur la possibilité d'upgrader tous vos sites en LWR existants vers la nouvelle génération de Enhance LWR Site. Donc, ça veut dire qu'il y aurait plus de composants un peu plus, voilà, un peu plus modernes, on va dire. Donc, c'est vraiment un petit coup de jeune sur la partie expérience cloud. Donc, ça va concerner surtout la visibilité conditionnelle qui permet de proposer plusieurs versions d'un composant et d'adapter l'expérience selon l'utilisateur. On va aussi avoir un contrôle plus fin du style directement au niveau de chaque composant. Autre point fort, on pourra aussi avoir une recherche intégrée qui inclut aussi des contenus du CMS pour une meilleure expérience utilisateur. Et enfin, une intégration native avec Data Cloud pour relier la navigation des visiteurs à nos données clients et améliorer la personnalisation. Donc pas mal de belles nouveautés aussi côté expérience cloud. Donc un effort sur la partie, style et modernité des sites et aussi voilà l'intégration avec Data Cloud qui peut vraiment être très intéressante sur, en gros la navigation de vos utilisateurs, de vos clients. Donc en résumé, un bel upgrade permet de moderniser les sites existants et les rendre un peu plus dynamiques, plus personnalisés. Heu, Antoine, je te laisse Oui, aussi la main sur la partie, je prends directement sur la partie dev et API, notamment tout ce qui est absolument. expérience utilisateur. Alors, côté développement, on a fait léger, on va pas trop coder aujourd'hui, mais on a vu quelque chose qui s'y rapproche en fait. Vous savez, il y a quelque temps, on vous parlait de Salesforce Cosmos. Le Salesforce Cosmos, qu'on appelle aussi le Salesforce Lightning Design System deuxième génération. C'est une manière différente de faire de l'affichage dans Salesforce. Vous l'avez vu, hein, depuis tout à l'heure, on vous le montre, Anthony vous l'a montré, je vais vous le remontrer. Salesforce Cosmos, c'est ça. Vous avez des caractères qui sont un petit peu plus grands, des zones qui sont un petit peu plus aérées, des angles de composants qui sont un peu plus arrondis. Idem pour les côtés des boutons, ils sont complètement arrondis. Donc, c'est pas une révolution en tant que telle, ça ne casse rien, mais c'est une manière alternative. Les toutes nouvelles plateformes depuis l'année dernière sont activées comme ça. Pour des plateformes qui existaient avant, elles sont encore dans le Lightning Design System classique qu'on a toujours connu et vous pouvez faire le changement. Si vous avez envie de faire ce changement-là, justement, vous pouvez passer du côté configuration. Il y a le menu Themes and Branding. Et ici, vous allez voir, c'est assez rigolo, il y a un bouton Nouveau thème. Si vous appuyez dessus, vous allez créer un nouveau thème en mode Lightning Design System 2, enfin en mode Salesforce Cosmos. Si vous voulez créer un nouveau thème, mais ancienne version, ils l'ont caché sous la flèche. Ensuite, rien de bien sorcier à l'intérieur. La plus grande difficulté, ça va être pour nous de choisir la couleur. Voilà. Si on a besoin d'avoir des images à différents endroits, certains dans le chatter, d'autres dans le fond, voilà, on va avoir différentes possibilités. C'est assez simple, assez rapide. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'est ça. Ici, en fait, à l'intérieur de l'élément qui vous permet de créer votre thème, vous avez un lien qui vous amène vers un outil qui va en fait vous aider à savoir si dans vos développements personnalisés, si vous avez fait votre propre composant Lightning à l'époque du Lightning Design System 1, qu'est-ce qui va lui arriver si vous passez en Lightning Design System 2?
voilà, ça va vous donner quelques lignes guides pour pouvoir le faire et vous assurer en avance de phase que bah, ça ne va pas exploser ou avoir un comportement que vous n'avez pas envie d'avoir. C'est juste que voilà, l'outil est un petit peu caché au fond du menu. Maintenant, vous êtes au courant. Une autre chose, mais on ne l'a pas. On a cherché, hein, vraiment on a cherché, mais on ne l'a pas encore dans cette sandbox en preview. C'est apparemment un dark mode qui arriverait bientôt et qui se configurerait à l'intérieur de la page qu'on vient de regarder. Donc dans Themes and Branding, vous faites un thème ou vous prenez un thème existant. Et s'il est en Lightning Design System 2, on aurait une case à cocher pour permettre l'utilisation d'un dark mode. Tout ce qu'on a pu récupérer, c'est ce petit screenshot qui était dans la release note qui dit juste, oui, bah, vos utilisateurs après pourront, comme d'habitude, choisir leur densité, serrée ou pas serrée, et éventuellement choisir un mode dark. Parce que les écrans de Salesforce, ils sont quand même très très flashy, très très blancs, très très clairs, et certains jours, ça peut faire mal aux yeux. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Les navigateurs ont toujours des extensions dark mode, etc., mais elles font en général pas un très très bon boulot de rendu sur des pages Salesforce. Donc, affaire à suivre. Côté développement, il y a un sujet dont on avait déjà parlé, mais il y a assez longtemps, qui s'appelle Salesforce Datamask. C'est un outil, des licences complémentaires qui vont vous permettre finalement d'avoir un job d'anonymisation à l'intérieur de vos sandbox. Donc, vous avez votre plateforme de production, vous mettez à jour votre sandbox full. Comme son nom l'indique, la full, c'est une copie complète de la production. Donc, ça copie tout, mais ça copie les vraies adresses email et les vrais numéros de téléphone qui sont dans votre base client. Et puis cette sandbox, bah, vous allez la confier peut-être à une équipe de développement qui va faire des tests de charge, de perf, de stress, parce qu'ils ont besoin d'un gros volume de données. Oui, mais enfin bon, quand même, il ne faudrait pas que vos développeurs aient accès à toutes ces vraies données clients. Ah, n'en dites pas plus, c'est là où Datamask arrive. Vous allez pouvoir paramétrer de dire que quand on fait une nouvelle sandbox, je veux systématiquement que toutes les adresses email soient remplacées par des adresses fictives, les noms de famille remplacés par des noms fictifs, des prénoms fictifs, etc. C'est quand même super bien fait. Je vous en fais pas plus l'article que ça. On en parle aujourd'hui parce que dans Winter 26, on a maintenant la possibilité de faire du seeding. Voilà, S-E-2-E-D-I-N-G. Le seeding, c'est de l'injection de données. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, si vous avez déjà Datamask, à partir de Winter 26, votre Datamask vous permettra en plus, sans que ça vous coûte plus cher, de faire du seeding. Donc, soit d'anonymiser vos données dans les sandbox, ok, boulot de Datamask classique, soit au contraire, de prendre une sandbox de développeur qui est forcément vide et d'y injecter le jeu de données que vous aurez préparé à l'avance et forcément déjà anonymisé. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, on vous a mis le lien de la page officielle de ça chez Salesforce. Vraiment, le point important, c'est si vous avez déjà Datamask, vous aurez maintenant en plus du seeding. Et si ça vous intéresse de faire du seeding et que vous n'avez pas Datamask, bah, peut-être que voilà, vous pourriez avoir un double intérêt à prendre cet outil. Voilà pour la partie développement. Euh, on arrive au terme de cette présentation. Alors, comme à chaque fois, on n'a pu vous présenter qu'une petite sélection de tout ce qui était contenu dans la release note. Salesforce nous a, comme d'habitude, donné un module Trailhead qui couvre plus de choses. Je vous invite effectivement à aller y faire un petit tour. Anthony, est-ce qu'on a oublié quelque chose ou est-ce qu'on a quelques questions en suspens? Alors, je crois que toutes les questions ont été répondues, durant la séance. Ok. Donc on arrive au terme de notre présentation. Pour tous ceux qui veulent, qui ont un peu de temps, on peut continuer sur un Kahoot, sur un petit jeu, sur le questionnaire de, heu, de la release. Donc pour tous ceux qui nous quitteraient là, maintenant, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de semaine. Et pour tous ceux qui seraient intéressés pour faire le Kahoot, pour mesurer un peu, vos nouvelles connaissances sur la release, ça peut commencer maintenant. Je te